Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon mois de février. Alors d'abord, merci pour l'accueil de la vidéo qui était dédiée aux découvertes de janvier 2023. Si jamais vous ne l'avez pas encore consulté, sachez que le lien est dans la barre d'infos. Alors maintenant que le format est à peu près réglé, on va pouvoir essayer de régulariser ça avec la deuxième vidéo, celle-ci, qui va être du coup, selon toute logique, consacrée aux découvertes du mois de février 2023. Alors, il y avait un paquet de découvertes plus que le mois dernier, du coup la vidéo va être forcément un peu plus longue, même si chacun des jeux aura un traitement à peu près similaire en termes de durée à ceux du mois dernier ou à ceux du bilan 2022. Alors pour rappel, ça peut être ces jeux des nouveautés ou non, ça peut être des découvertes physiques ou numériques. En général, je vais pas m'attarder sur les règles, plein de gens font ça très bien. Alors février, je l'ai dit, a été un mois assez riche en découvertes. Alors même s'il y a quelques jeux qui m'ont laissé de côté, il y a des belles choses, et notamment 3 coups de cœur qui vont venir en fin de vidéo. Alors comme les autres fois, tout est chapitré en description, et on va dérouler chaque partie un peu par ordre alphabétique et pas par ordre de préférence. Je rappelle aussi que certaines des images utilisées sont des photos qui sont réalisées par Eric, de What's Eric Playing, que j'utilise avec son aimable autorisation, donc un grand merci à lui. Vous pouvez aller voir son site, que je vous mets lui aussi dans la barre d'infos, ou encore une fois son Instagram. Allez, on est parti, on va commencer par les flops, les trucs que j'ai pas trouvé ouf et qui sont assez nombreux. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On va commencer avec un jeu que j'ai trouvé assez quelconque, mais que je pourrais néanmoins facilement recommander. Son thème, alors même si on le ressent pas vraiment, il est plutôt chouette, j'aime bien le renouvellement aussi dans les manières de marquer des points, qui promet des parties aux axes assez variés. Je trouve aussi le rythme du jeu assez bon, contrairement à d'autres jeux qui vont suivre, vous verrez. Mais dans celui-là, dans Agueda, il n'y a pas trop de temps mort, il n'y a pas trop de moments où finalement on peut passer 25 ans à faire un choix. C'est un jeu qui est assez rapide, mais le truc c'est qu'après quelques parties, le sentiment de jeu ça peut faire penser de loin, en tout cas moi ce que j'ai ressenti un Azul, dans le côté je prends des trucs pour les placer au mieux et en essayant au passage d'en priver les autres. Du coup je disais après ces quelques parties, tout ça est un peu répétitif malheureusement. C'est pas fondamentalement désagréable, mais Agueda donne finalement l'impression, malgré des objectifs variables et puis le côté aléatoire du tirage des parapluies, ça donne l'impression de proposer des parties qui se ressemblent et qui vont rapidement lasser. L'interaction elle est presque absente, le plaisir il est plus dans l'organisation de son propre espace et son optimisation. Et en fait, à la limite, le choix de prise des parapluies est presque plus intéressant dans le mode solo, que j'ai essayé aussi, parce que ce qu'on prend, l'automa, le bot, ne pourra pas s'en servir, et du coup on peut essayer un peu d'équilibrer ce qui va lui faire marquer des points, là où quand on joue à plusieurs, en fait il y a un renouvellement des parapluies à prendre entre chaque joueur ou joueuse, et ça retire un peu le côté blocage qui pourrait exister. Alors peut-être que la version physique sera plus jolie et donnera pour le coup vraiment l'impression de créer un toit de parapluie. Je conseille aux personnes vraiment qui adorent les jeux de placement d'éléments à interaction assez limitée d'y jeter un œil quand même, mais pour moi il fait un peu partie déjà des nuages que le vent a pu chasser de mon horizon ludique. Il y aura plusieurs jeux d'Uwe Rosenberg dans cette vidéo, c'est un peu un hasard, c'était pas volontaire de ma part. Applejack, lui, il est arrivé sur Board Game Arena, en mode alpha d'abord, et c'est un jeu de pose de tuiles, qui est assez classique. Alors, si on devait tracer un peu des branches, à partir de ce qu'on va appeler le tronc de Rosenberg, vous voyez, Uwe Rosenberg c'est le tronc, et puis il a plusieurs branches de game design, tronche aussi, cela dit. Mais du coup, l'intérêt principal de la branche d'Applejack, c'est que elle paraît presque détachée des autres. Alors que Rosenberg, souvent, en fait, il a ce tronc et puis il a des branches qui vont s'étendre à des branches existantes avec quelques modifications, mais voilà, on arrive à le rattacher à quelque chose. Alors il y a bien un peu de patchwork dans l'utilisation du miel qui est à la fois une monnaie et les points de victoire, un peu comme les boutons de patchwork, mais c'est un peu tout. Sinon, on est dans de la connexion d'éléments pour faire des groupes de ces éléments de manière assez basique, sans grande originalité, sans grand plaisir par rapport à un autre jeu du genre. Et il y a quand même quelques longueurs, même si la durée du jeu global est assez ramassée, au moins en ligne. Ce qui est amusant, ça va être d'essayer d'optimiser un peu le placement des tuiles pour qu'elles vous rapportent un maximum, par exemple en bouchant les trous, puisque y a un truc qui est un peu contre-intuitif quand on a l'habitude, mais qui est aussi vrai dans Patchwork pour le coup, c'est qu'on n'est pas obligé de placer les tuiles de manière adjacente aux autres, donc c'est assez libre de ce point de vue-là, et donc on peut un peu prévoir de combler les trous par la suite. Il y a aussi pas mal de décomptes
au cours de la partie, où on va décompter différentes pommes, voilà, au niveau du thème. Et c'est aussi un peu dans la lignée de Patchwork de ce point de vue-là, mais pour le coup, il y a beaucoup plus de décompte que dans Patchwork. Et en ligne, ça va bien parce que c'est automatisé, mais je pense que sur table, alors vous me confirmerez ou non, hein, mais ou bien ça se confirmera plus tard, mais j'ai l'impression que sur table, ça doit être un peu laborieux tous ces décomptes. Déjà, c'est répétitif. Et en plus, ça risque de rajouter des longueurs et de casser un rythme qui est sinon assez fluide. Donc pour moi, bon, Applejack, c'est un Rosenberg qui est assez oubliable. Vous pouvez toujours essayer lorsqu'il sortira en version définitive sur Board Game Arena, hein, c'est là pour ça, pour vous faire votre propre avis. Lui aussi, Boop, il est arrivé en version test sur Board Game Arena également, et je vous avoue que sans ça, je l'aurais sans doute jamais essayé. Alors, oui, ok, il est charmant, il y a ces petits chatons, ces petits chats, sur ce grand coussin, c'est très mignon. Mais en vrai, comme dans Calico, c'est aussi des chats, on est en présence d'un jeu purement abstrait, qui est un genre dans lequel, d'une part, je suis pas très bon, on va le dire, et j'y suis assez hermétique en termes de plaisir de jeu, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et ici, alors la mécanique de Boop, donc le Boop, ça permet de pousser d'autres jetons, à la fois les siens et ceux de l'adversaire, c'est quelque chose de plutôt intéressant d'un point de vue de la mécanique, puisque ça peut servir à la fois pour casser des stratégies d'adversaires, mais aussi pour créer ses propres stratégies en faisant des rapprochements, puisque le but c'est d'aligner des chats ou des chatons. Il y a aussi une notion de poids, donc les chats qui sont plus lourds que les chatons, et qui va bloquer la poussée, ça apporte un petit quelque chose aussi, je trouve. Et il y a également, alors je sais pas si c'est parce que je suis nul, mais il y a pas mal de chaos quand même, pour qu'une partie ici ou là, ça me déplaise pas, même si voilà, c'est pas mon genre de jeu. Mais bon, le sentiment global que dégage le jeu, c'est vraiment froid, c'est vraiment trop calculatoire pour moi. Je ressens, et c'est comme dans Calico pour le coup, en jouant, je ressens absolument pas les sentiments de choupinitude, disons, que me transmet pourtant la boîte et le matériel. Cape May, c'est un jeu que j'avais depuis quelques temps dans le viseur, depuis que j'ai entendu des retours assez positifs du côté anglophone surtout. Alors il se présente comme un jeu assez accessible, dans lequel on se déplace dans la ville de Cape May en faisant telle ou telle action, le tout à l'aide d'une gestion de main de cartes qui va vous permettre de vous déplacer de X cases avec, un peu comme dans Concordia, c'est l'exemple qui me vient en tête, l'idée qu'à un moment on va devoir faire une action qui va permettre de récupérer les cartes, puisqu'on va les jouer petit à petit, et pour les récupérer il faudra dépenser une action pour. Et donc il y a une espèce de notion de tempo que moi je trouve plutôt chouette en général, et avec petit à petit, au fur et à mesure qu'on joue des cartes, une réduction progressive du champ des possibles, ça c'est quelque chose que j'aime plutôt. Alors le thème là aussi, la couve est sympa et tout, mais c'est plutôt quelconque, même si encore une fois c'est agréablement servi par ses illustrations, et puis aussi par chaque tour il y a un événement qui va avoir un impact, qui va différer selon les parties, puisque il va y avoir une pioche aléatoire, donc ça c'est plutôt cool. Et les cartes elles sont accompagnées d'un nom, voilà, c'est pas toujours le cas dans tous les jeux, et faites ça parce que ça suffit à apporter un peu de contexte et de thème, et en plus de ce nom, qui est déjà une bonne chose, il y a aussi un petit habillage visuel et textuel de cet événement sous forme un peu de brève de presse, donc ça c'est plutôt cool de ce point de vue là. Mais derrière tout ça, le système est au service d'une espèce de salade de points qui manque de personnalité, qui manque aussi beaucoup d'intérêt. On va collecter des jetons oiseaux, voilà, on va essayer d'en avoir des collections différentes, on va avoir de la majorité sur certains quartiers, on va avoir des objectifs secrets. Bon voilà, tout ce qu'on peut connaître dans le monde du jeu de société y passe, sans qu'il y ait rien qui tire vraiment son épingle du jeu, voilà, bon, et rapidement finalement les tours vont suivre, vont se ressembler un peu, les événements vont pas malheureusement suffire pour retirer un peu un sentiment de redondance. Alors heureusement il y a aussi ce qui est appelé je crois des cartes activités, qui en général c'est un peu des actions améliorées, ça donne un peu le change, mais je trouve pas assez quand même pour vraiment dépasser l'ennui. Alors l'interaction ça va se résumer beaucoup à ces histoires de majorité qui sont un moyen facile de créer de l'interaction, également au placement des bâtiments sur les différents quartiers. J'avoue que là pour le coup moi j'aime bien les jeux avec interaction, et le fait que ça se résume à ça m'a pas dérangé outre mesure. Et le mode solo qui existe, il propose des sensations assez similaires au jeu à plusieurs, et il est pas désagréable non plus si on aime le jeu à plusieurs. Là encore, j'ai joué uniquement sur Tabletop Simulator, et je vous avoue que, alors c'est peut-être du fait du numérique, mais le suivi des 3 actions, chaque tour on a 3 actions, et c'est un peu bizarre. En fait sur le plateau personnel qu'on a, il y a des cases pour s'en rappeler sur lesquelles on avance notre petite figurine, mais d'un autre côté en fait le jeu est tellement simple et fluide que en fait les 3 actions on les fait de suite, en oubliant de les comptabiliser et d'avancer son petit pion, ce qui fait qu'en fait un moment ou un autre dans le tour on revient sur notre plateau, et ce plateau qui devrait être un outil en fait ça devient un élément de doute, on se dit attends mais là je l'avais mis sur le 2 mais est-ce que j'en ai vraiment fait 2? Encore une fois je pense que ce petit détail là c'est corrigé en physique parce qu'on n'a pas à bouger la caméra, le déplacement du jeton est sans doute beaucoup plus intuitif, donc là c'est peut-être vraiment une spécificité du numérique, c'est important de le signaler. Et alors l'édition, ça donne un jeu assez cher quand même, je crois une 50aine d'euros, avec des bâtiments en plastique, également des petits jetons qui peut-être peuvent poser souci aussi en termes de lisibilité pour voir les majorités entre certaines couleurs, mais donc il y a aussi des bâtiments en plastique. Ouais, voilà, ça augmente aussi le
prix, je pense qu'il y aurait eu possibilité de faire d'autres choix de matériaux, mais sinon, au-delà des matériaux utilisés, etc., je trouve que dans l'ensemble, le travail pour éviter le retour aux règles est assez exemplaire de ce point de vue-là. Il y a tout qui est vraiment rappelé de manière assez claire, assez efficace, que ce soit sur les plateaux personnels ou le plateau central. Tout ça, toutes ces informations, en fait, s'intègrent de manière assez élégante au design général. Donc c'est pas un jeu mémorable. Jetez-y éventuellement un œil si mon ressenti à moi vous a parlé, mais pour ma part, si on m'en propose une partie, j'accepterai sans problème, même si encore une fois, c'est un jeu que j'ai trouvé assez quelconque. Alors on va oublier le thème pour ce Dice Manor, on a beaucoup moins l'impression de construire ou de faire visiter quoi que ce soit que par exemple dans un Castle of Mad King Ludwig, alors que bon c'est le thème du jeu où on fait son petit manoir, et on ajoute des petites pièces au fur et à mesure. Alors ça revient souvent, hein, vous verrez dans mes critiques, mais pour moi, un gros souci dans les jeux de société, notamment ceux qui sont assez simples, c'est des soucis de rythme et de ce qu'on appelle le scope, c'est-à-dire les sensations de jeu proposées et la durée par rapport à ces sensations de jeu, et également le ressenti de jeu par rapport à tout ça. Je sais pas si c'est clair, mais en fait le problème c'est que les tours de jeu, ils vont paraître rapides, voire même frénétiques avec ces lancers de dés et puis placer des dés pour faire des enchères sur certaines pièces et tout. Ça me rappelle Las Vegas, qui est un jeu que moi j'adore, hein, de Rudiger Dorn, et que je trouve absolument génial. Et j'aime beaucoup cette idée d'enchères à base de lancer de dés, hein, c'est quelque chose que je trouve très très cool. Mais rapidement, à la base de cette mécanique-là qui va structurer les tours, bah les trucs vont s'enliser. On va se mettre à calculer, à vérifier des majorités, à vérifier si on a bien tous les types de tuiles pour marquer des points de diversité à la fin de la partie. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui viennent parasiter un peu l'idée de départ, qui était encore une fois plutôt séduisante. Alors ça marche dans les premiers tours, mais petit à petit on est là à se dire ah, alors attends, là je vais prendre celle-là là, parce qu'après je vais pouvoir placer mon dé comme ça, etc. Et ça devient assez chiant en fait, hein. Alors j'ai joué sur Tabletop Simulator uniquement à 4 pour le moment. Peut-être que c'est le fait d'y avoir joué à 4, peut-être qu'à 2 ou 3 c'est mieux, même si moi j'aime bien les enchères à plus pour le coup. Mais bon, la manière de marquer des points reste très très scolaire, donc là-dessus ça changera pas grand-chose. Pour tout vous dire, l'expérience ça m'a un peu rappelé un jeu que j'aime assez, qui est Pyratoons, qui est un jeu d'enchères lui aussi, c'est un peu le hasard, mais en 15 secondes, où on place des meeples en 15 secondes pour enchérir, ça c'est trop cool. Et derrière, il y a aussi des trop longues phases d'optimisation, de placement, dans un but qui est pas très intéressant. Dice Manor c'est un peu pareil, c'est comme dit, il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui marchent bien au moment où on lance les dés, où on va faire les enchères et tout, et puis après c'est chiant de essayer d'optimiser, de voir pour faire le meilleur score possible. Comme dit, l'idée de base qui reprend le système de Las Vegas, c'était vraiment chouette. Finalement, au fil c'est un jeu qui a 4 rounds, c'est petit à petit l'ennui qui s'impose de plus en plus, du fait de ces espèces de surcouches qui se rajoutent à cette mécanique de base sans forcément lui apporter grand chose. Commençons par une évidence. Flamecraft. Effectivement, c'est magnifique. Alors au-delà de la qualité des illustrations en elles-mêmes, que je suis à peu près nul pour juger, il y a vraiment une identité dans ce jeu, un cachet qui va le démarquer dans la production ludique. Je trouve que c'est vraiment une identité assez forte. Incroyable travail du coup de Sandara Tang. J'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait avant et honnêtement c'est assez différent de ce qu'elle a pu faire. L'édition également, en tout cas l'édition du jeu classique, qui a un prix quand même assez abordable, en dessous des 40€ et qui est correct vu le contenu je trouve, même si je suis pas trop à juger le poids par rapport au prix de mon côté. Mais voilà, il y a ce petit playmat dont a priori on peut plus passer dans les jeux qu'il faut passer par KS, par Kickstarter, même si Challengers n'est pas passé par Kickstarter et en avait un. Voilà, la taille de la boîte aussi est assez raisonnable par rapport à son contenu, ça aurait peut-être pu être réduit un peu et tout, mais ça passe. Les aides de jeu, elles sont super claires, elles suffisent bien se rappeler après l'acquisition des règles ce qu'il faut faire. L'iconographie idem, c'est assez clair. La plupart des cartes posent pas trop de questions, même si ici il a quelques situations qui laissent à réfléchir sur telle ou telle priorité, mais ça reste très ponctuel. Et clairement, cette édition, sans même parler de la version Deluxe, qui est complètement facultative et qui est vraiment totalement superficielle et pas très utile. La version de base est déjà très jolie et très fonctionnelle. Mais clairement, ces choix d'édition, ça a donné une visibilité que le jeu en lui-même aurait peut-être pas eu autrement, juste avec ses mécaniques. Et évidemment, voilà, ça va être un lieu commun, mais c'est un jeu qui est passé par les plateformes de financement participatif, par Kickstarter, et voilà, il faut faire des beaux visuels et attirer l'œil, clairement. Attirer l'œil avant d'attirer le cerveau et d'intéresser par ses mécaniques. Alors c'est un jeu Flamecraft qui était présent dans pas mal de tops de 2022 du côté des anglophones. Alors du côté francophone, il y avait pas mal de réserves, alors que ce soit des camarades de proxy jeux, que ce soit aussi le passe-temps, qui a dit soit ça sort, c'est joli, voilà. Souvent ça veut tout dire quand on dit c'est joli, et qu'on dit rien d'autre que ça. Mais je me suis motivé, voilà, le jeu avait l'air assez accessible, mais quand même, j'avais l'impression qu'il était assez dynamique. Alors je m'attendais pas forcément à grand chose d'original, puisque comme toujours, il faut marquer des points, pour ça on va récolter des ressources, pour remplir des contrats, et puis à côté on va faire quelques objectifs personnels.
Voilà. C'est pas très original de ce point de vue-là. Alors moi, ce que j'espérais, c'était qu'en fait, les activations des pouvoirs des dragons et des boutiques, ça permettrait un peu de rebondissement, de la synergie, peut-être même un peu de combo et tout, et un feeling un peu grisant qui justement viendrait un peu compenser le classicisme général dont je parlais avant. Et malheureusement, alors il y a quelques interactions quand même que je trouve bienvenues, le fait de certaines cartes qui permettent de se donner des ressources, ou bien quand on visite une boutique et tout, il faut en donner à l'adversaire, ça je trouve ça plutôt cool. Mais bon, ça ronronne, ça tient un peu trop en longueur aussi, là encore la partie est pas forcément longue, mais on ressent des longueurs, ça manque de rebondissement. Alors les boutiques, elles tiennent plutôt leurs promesses avec des pouvoirs un peu uniques et un peu spécifiques, même si ça arrive peut-être un peu tard dans la partie puisque les boutiques de base n'en ont pas. Mais les dragons, qui sont les cartes qu'on va le plus utiliser, en fait, et qu'on va activer leur pouvoir le plus souvent, ça lasse assez rapidement et ça apporte cet aspect un peu plan-plan. Alors je comprends que du coup pour rester assez grand public, ils ont fait le choix d'offrir à tous les dragons d'un type, donc par exemple tous les dragons peints, le même pouvoir. Effectivement, avoir le même pouvoir pour tous ces dragons-là, c'est plus accessible, ça évite d'avoir à se pencher sur 200 cartes différentes, comme dans un Hearth par exemple qui est sorti récemment, ou dans un Arc Nova, ou quoi que ce soit. Là, le pain, ça va avoir toujours le même pouvoir, donc c'est beaucoup plus accessible. Soit ça demande aussi moins de travail d'équilibrage, évidemment, même si pour le coup, du côté des illustrations, ils sont tous différents avec leurs petits noms aussi, ce qui est charmant, mais du côté des mécaniques, c'est tous les mêmes. Mais bon, en termes de satisfaction de mon côté en tout cas, moi j'aurais aimé que ce soit plus varié, avec un peu plus d'identité aussi du côté des pouvoirs, ils sont parfois un peu ennuyeux. Tout ça, ça aurait créé sûrement des situations dont la diversité va pas reposer juste sur les boutiques. Et le rythme du jeu, j'y reviens encore une fois, mais c'est un petit peu mollasson. Notamment, c'est un jeu qui se joue quand même, je crois, jusqu'à 6. Et, honnêtement, si on dépasse les 3 personnes autour de la table, c'est bien que le tour, encore une fois, soit rapide. Et encore une fois, le tour est très bien rappelé par l'aide de jeu, et les choix sont assez vite faits. Mais il y a un peu cette impression de « Allez, je récupère quelques ressources. » Je me déplace, je fais ci, et allez, je vais les dépenser ces ressources pour faire ce contrat, sans qu'il y ait vraiment rien qui vienne briser cette routine, cette monotonie. En dehors, il faut faire un petit peu attention aux ressources des autres, éviter de se faire chipper son objectif sous le nez. Bon, voilà, c'est un peu plan-plan comme dit. Pour moi, il y a quand même beaucoup de poudre aux yeux dans Flamecraft, malheureusement, l'univers est très cool, même si, côté mécanique, malgré le travail d'édition, ça pourrait être autre chose que ça changerait pas grand-chose. Mais le fond, au-delà de son classicisme, que je peux accepter sans problème, on le verra plus tard avec d'autres jeux, mais le fond est beaucoup trop monotone, beaucoup trop routinier pour moi, et à chaque partie que j'ai faite, et pourtant j'ai réessayé plusieurs fois, mais à chaque partie j'ai trop vite ressenti un peu cet ennui, qui est pas vraiment ce que je recherche dans un jeu de ce type et de ce calibre. Allez, on voyage une quinzaine d'années en arrière pour parler de Portobello Market. Je râle souvent sur les jeux qui sont un peu boursouflés, qui empilent plein de trucs, qui mettent des surcouches sans avoir vraiment une essence forte. Alors celui-ci c'est un peu le contraire, il est très épuré et même je dirais assez sec, donc que ce soit dans son déroulement, dans les implications de ses actions, dans sa manière de marquer des points, c'est vraiment assez streamline comme disent les anglophones, et je suis quelqu'un qui est assez client en général de cette épure, qui va à l'essentiel, et en plus c'est un truc qui crée beaucoup d'interactions, un jeu qui crée beaucoup d'interactions avec assez peu d'éléments. Sur certains points il m'a notamment rappelé un El Grande un petit peu, beaucoup plus froid, et moi ça m'a beaucoup moins amusé que El Grande que j'aime beaucoup, même si vu la méchanceté dont on peut faire preuve, ça peut vraiment être un jeu assez rude d'un point de vue de l'interaction, notamment à 3 ou 4. Il pourrait y avoir une tension peut-être qui serait plus intéressante autour d'une même table qu'en numérique, support sur lequel j'ai joué. Et je pense, et ça m'étonne parce que c'est encore une fois quelque chose que j'aime plutôt, mais que c'est un jeu qui est un peu nu peut-être pour moi, peut-être un peu calculatoire aussi, qui laisse pas forcément beaucoup de place à l'opportunisme ou à l'erreur. Alors il y a une variante, heureusement on n'a pas joué avec, mais qui propose de retirer le seul élément de hasard du jeu, qui est la prise de certains personnages, qui vont être des multiplicateurs différents. Là on les prend au pif, alors qu'il propose une variante où on verrait tout. Mais ce petit truc a apporté un peu de surprise, qui m'a donné l'envie de réessayer quelques fois pour me forger un avis, parce qu'encore une fois c'est le type de jeu en général comme ça, vraiment épuré, et qui se rajoute pas des surcouches inutiles que j'aime bien, donc j'ai quand même réessayé. Et ça marchait pas, malheureusement, mais soit. C'est pas forcément du coup un jeu que je ressortirai avec plaisir, mais en tout cas je pense que c'est un jeu que je pourrais proposer pour le faire découvrir à certaines personnes, ou le recommander à des gens que je pense sensibles à ce type de game design qui est quand même assez aride. Santa Monica se place dans la lignée de pas mal de jeux de cette section de ce mois de février, des jeux que j'ai pas trouvé ouf. C'est des jeux qui sont pas désagréables, je pourrais jouer sans déplaisir, mais qui m'apportent aucune nouvelle sensation et qui me paraissent déjà vus. Et en plus c'est encore un jeu qui est
pas grand chose en termes de discours à créer, et c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, les jeux qui soient bons ou mauvais, je m'en fous du moment qu'ils aient des choses intéressantes à raconter, et pour le coup Santa Monica, c'est pas trop le cas, y a pas grand chose à en dire malheureusement. On se place vraiment dans du jeu assez accessible en termes de mécanique. L'interaction, ça se limite à la prise dans une rivière de cartes et à quelques objectifs, mais surtout ce qu'on va faire, c'est essayer d'optimiser son propre tableau, ces 2 rangées de cartes, les plages et l'océan, voilà, pour marquer des points en faisant des connexions, en déplaçant les meeples au bon endroit. Alors le jeu manque aussi un poil de variété, je trouve, en termes, il y a des objectifs communs, il y en a que 3 dans la boîte, alors que j'aurais pas été contre qu'il y en ait un peu plus, surtout que c'est pas les trucs les plus communs qu'il y avait dans le jeu, c'est pas les trucs les plus inintéressants. Ça changerait sans doute pas fondamentalement mon ressenti, mais bon, ça aurait pu pousser à essayer un peu d'autres choses, créer de l'interaction qui est un peu moins artificielle. Alors j'y ai joué que sur Yucata, où il est disponible en numérique, mais de ce que j'ai vu ou entendu sur le jeu à côté, il y a de la part d'AEG, et c'est pas la première fois, j'en ai aussi parlé pour la guilde des expéditions marchandes, j'allais encore dire exploration. La boîte de Santa Monica a l'air un poil trop grande pour ce que Santa Monica offre réellement en termes de matériel. Et alors sur Yucata, et là, je vais revenir un peu sur le numérique, et encore une fois c'est peut-être différent, j'en suis même quasiment sûr en vrai, un peu comme pour Cape May plutôt, le suivi des déplacements des petits personnages qu'on va déplacer sur nos différentes tuiles, c'est un peu laborieux, parce que des fois c'est pas très lisible, c'est pas facile de voir où on a placé nos meeples. Encore une fois, je suis à peu près sûr que sur table, parce que les meeples sont en 3D du coup, c'est un souci qui se pose beaucoup moins, qu'on a une bien meilleure vision d'ensemble du tableau, des possibilités qu'il offre, donc je pense que ça c'est un point qui est vraiment spécifique au numérique. Si, alors l'absence de thème, ouais, voilà, là aussi le thème on s'en fout un petit peu, on va pas se mentir, il y a juste une thématisation un peu des bâtiments par rapport à leurs actions, mais bon, si ça vous dérange pas, et que vous aimez les jeux assez accessibles, avec très peu d'interaction, pourquoi pas, essayez, mais il y a peu de chances que vous découvriez vraiment des nouvelles sensations si vous avez joué à ne serait-ce que 2 ou 3 jeux du genre auparavant, et vous risquez malheureusement aussi d'en faire assez vite le tour. Les parcs nationaux américains, ils étaient sujets de jeux de société bien avant la sortie de Parks en 2020. Et ce jeu de Charlie Bink, qui lui est sorti en 2014, c'en est une preuve. Du coup, j'ai là aussi encore une fois joué en numérique et joué à la version, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une version qui a été remise au goût du jour en 2018. Et je crois que c'est le premier qui soit sorti d'une série qui commence. Tous les jeux de cette série commencent par Trekking, et c'est tous des jeux qui sont créés par Charlie Bink. On reparlera un peu plus tard de l'un d'entre eux. Et alors ici, dans les parcs nationaux, il s'agit de se déplacer sur une carte des États-Unis, à l'aide de cartes qu'on récupère un peu comme dans un aventurier du rail, qui vont avoir différents symboles. Et il s'agit ensuite de valider des contrats en défaussant ces cartes avec les bons symboles à certains emplacements. Je vais sur tel parc, ça me demande telle carte. Je vais sur tel parc, ça me demande telle carte, je les défausse, hop, ça me fait un objectif validé. Alors vous rajoutez à ça des histoires de majorité, encore une fois avec des jetons qu'on va récupérer quand on est la première personne à visiter telle ou telle case. Il y a quelques parcs qui eux sont assez bienvenus, qui offrent des petits pouvoirs qui permettent une petite montée en puissance au cours de la partie, et vous vous retrouvez au final avec un truc qui n'est absolument pas original. C'est pas déplaisant, il y a l'interaction habituelle que propose l'idée de majorité et de course aux objectifs, voilà, ça c'est rien de bien nouveau en termes de ressenti. Le lien au thème, ma foi, pas renversant, mais pourquoi pas. Mais surtout le gros problème du jeu, et pourtant on n'y a joué que à 2, c'est peut-être plus rapide à plus, je sais pas, parce que du coup on visite plus vite la carte, mais j'ai trouvé ça vraiment longuet quoi. Pour ce que c'est, pour les ressentis que ça offre, là aussi le rythme est pas bon, c'est 2 fois trop long, la partie elle s'éternise, il y a des moments de creux, beaucoup, où on a l'impression de faire un peu toujours la même chose, de se déplacer un peu pour rien, et puis de passer des tours à rien faire. Alors la réédition, pourtant, de ce que j'ai lu, j'ai pas essayé la version de base, mais c'est pourtant une expérience a priori plus condensée, alors j'ose même pas imaginer du coup ce qu'était l'expérience de base, vu l'ennui que m'a apporté cette version-là. Deuxième Uwe Rosenberg de la liste, c'est sans doute un de ces jeux les plus légers, en tout cas de ces dernières années, et que j'ai essayé sur Tabletopia et sur Brettspielwelt. Alors ici, il choisit de revisiter le Yahtzee, avec ces dés qu'on peut lancer 3 fois, voire 5 si on retourne certaines tuiles, etc. Et l'idée, ça va être de faire la combinaison évidemment la plus pertinente. Le tout, c'est dans l'idée d'une course, à qui, autour de la table, va remplir l'avant-dernière ou la dernière ligne du tableau, le tout petit à petit en débloquant de plus en plus de dés, et en faisant des alignements, et éventuellement en rassemblant 6 tuiles qui vont permettre de réserver une valeur de dés en début de tour, ce qui va permettre évidemment de favoriser ses chances d'avoir des meilleurs lancers. Alors tout ça, c'est assez convenu, c'est assez moche, il faut le dire aussi, c'est vraiment pas très joli, je parlais de Flamecraft plus tôt, lui c'est pas par son visuel qu'il a attiré. En fait c'est même difficile, voilà, ça parle des tulipes, et c'est difficile de reconnaître des tulipes sur les tuiles,
Et comme Applejack, pour le coup, même si c'est assez court, on trouve le temps long, la redondance s'installe. Alors la meilleure idée du jeu, c'est cette idée de réservation de valeur du dé en début de tour, là, quand on rassemble 6 tuiles, qui va être couplée à l'acquisition de dés supplémentaires et qui va permettre justement une petite accélération de rythme et une petite optimisation de certains lancers. Mais du coup, en fait, le fait de vouloir créer cette dynamique-là, cette petite accélération, et la possibilité d'avoir des tuiles qui se rassemblent et tout, en fait ça rajoute sûrement du temps de jeu en amont, jusqu'à ce que on ait créé justement cette fameuse bonne disposition de tuiles. Voilà, tout le point fiber, pas très intéressant, l'impression d'un jeu ultra ringard, qui est pourtant sorti il y a pas si longtemps que ça, ultra ringard à la fois dans ce qu'il nous offre visuellement et dans ce qu'il nous fait ressentir. Allez, sortons de ces tristes expériences pour nous diriger vers quelques rayons de lumière avec les jeux que j'ai trouvés plutôt chouettes. Premier jeu solo et uniquement solo du mois, 12 Patrols est disponible en print and play. À la base ça a été créé dans un concours qui consiste à utiliser 9 cartes. 12 Patrols il a aussi 9 dés et 9 cubes, donc des contraintes de création assez fortes, dont par exemple il y a Orcard, qui est le précurseur d'Ortiz dont je parlais le mois dernier, et un représentant assez connu. Alors depuis sa sortie il a été enrichi avec d'autres cartes pour varier les plaisirs, mais le cœur du jeu reste le même, à savoir une création d'un tableau de 3 x 3 cartes qu'on va poser au fur et à mesure, en essayant de respecter des contraintes que nous demandent les cartes. Alors ça peut être ces contraintes des valeurs 2D, X items vers la droite, ou encore X couleurs vers le haut. Alors à la base tout va bien, sauf que on peut pas compléter ces contraintes à la toute fin, donc il faut les faire au fur et à mesure. Et évidemment le tirage aléatoire des cartes, on va en voir que 3 à chaque fois qu'on va pouvoir placer. Tout ça vient mettre des bâtons dans les roues, ça va forcer à placer aussi, on est obligé de placer les cartes de manière adjacente aux précédentes. Donc voilà, on a pas mal de petites contraintes qui vont faire qu'on peut pas tout calculer et puis tout faire au mieux. On est vraiment dans du jeu puzzle qui n'a pas de score pour le coup. On n'est pas à chercher à faire un meilleur score, c'est juste victoire ou défaite. Et pour le moment, moi j'ai pas encore réussi à gagner, mais j'avoue que c'est un petit challenge intellectuel qui est, on essaye de se préparer au mieux en fait à ce qui va venir par la suite. C'est assez plaisant. Et c'est assez plaisant sans que mon cerveau en vienne à imploser, mais c'est peut-être pour ça aussi que je perds à chaque fois, je l'admets sans problème. Je connais encore pas super bien les cartes et leurs spécificités, je pense qu'à force, on va savoir ce qui peut tomber, et du coup l'optimisation est peut-être un peu plus naturellement efficace, même si moi je pense que à ce moment-là, le jeu va perdre de son sel. Et alors pour rien gâcher, encore une fois c'est un print and play, mais le thème on s'en passe très vite, mais par contre les illustrations d'Ilya Baranovski, ça donne un sacré cachet à l'ensemble, c'est vraiment très chouette. Donc une bonne recommandation si vous aimez les jeux solo, que ce soit en version numérique sur Tabletop Simulator ou en imprimant le matériel chez vous. Il est là, ça y est, le dernier Uwe Rosenberg du mois de février, et mon ressenti après quelques parties est nettement plus positif que pour les deux autres. Alors celui-ci, ATY, nous vient de chez Lookout Games, qui est l'éditeur cofondé par Uwe lui-même, et qui est aussi derrière beaucoup de ses jeux. Alors si Applejack et Tulpen Fiber, ils avaient une filiation un peu moins évidente avec le reste de sa ludographie, ATY, lui, va s'inscrire en plein dans la lignée des Agricola, des Caverna et de ces jeux de pose d'ouvriers et de gestion de ressources, et que je connais finalement assez peu, c'est des jeux très connus qui ont marqué le monde du jeu de société, mais finalement j'ai joué à assez peu d'entre eux. Alors Atiwa, pour lui, il a beaucoup d'endroits où placer ses ouvriers, mais il a un aspect assez quand même accueillant, assez permissif, qui du coup il a pas non plus la multiplicité des chemins que me semble proposer un Agricola, mais vraiment, quand on joue à Atiwa et qu'on connaît un peu ce genre de jeu, on est dans des chaussons, on va acquérir des terrains, on va les placer, on va poser des choses sur ces terrains, et il va falloir qu'on garde un peu de quoi nourrir sa population. Bon, on ressent pas forcément grand chose de bien nouveau, mais en fait, c'est là que je parlais plutôt du classicisme qui me dérange pas, parce que ici tout est agencé de très belle manière, et surtout il y a aussi une thématique qui est soignée, plutôt bien retranscrite dans ses mécaniques, quand bien même parfois c'est une thématique qui choisit d'introduire des éléments qui peuvent être superflus en termes de game design. Alors moi je suis quelqu'un, je l'ai dit un peu plus tôt avec Portobello Market, j'apprécie les purs, et plutôt le game design par soustraction, où on enlève tout ce qui est inutile, mais alors dans Atiwa justement j'apprécie le choix de laisser des éléments qui vont être un peu parasites, mais qui sont là pour servir le thème, parce que le thème il est fort et du coup ça peut valoir la peine. Pour faire court, le thème c'est l'importance des chauves-souris frugivores dans l'écosystème de cette région du sud-est ghanéen qui va donner son nom au jeu, et voilà, on peut les manger en fin de manche, ça apporte évidemment de la flexibilité, mais les familles éduquées, elles vont pas le faire, parce que elles connaissent l'importance des chauves-souris dans l'écosystème. Il y a aussi la possibilité, qui m'a un peu rappelé Totoro, à la fin de chaque petit tour, on peut envoyer des chauves-souris pour qu'elles fassent pousser des arbres grâce à des fruits. Bon, ça pousse très vite, comme dans Totoro, mais voilà, c'est
thématiquement cool. Il y a aussi, lors de la phase de revenu, une phase de pollution, alors qui est vraiment pas punitive pour le coup, enfin elle pourrait être absente, qu'on s'en fout, mais si on a des familles non éduquées, ben on risque de polluer, alors que les familles éduquées, elles vont faire autrement. Tout ce thème, c'est accompagné par un petit livret qui va expliquer les enjeux, et en fait, et j'ai trouvé ça assez fou, en fait, ce petit livret, c'est une espèce de prélude à un livre complet sur le sujet, qui est écrit par Rosenberg lui-même. Donc je l'ai pas lu évidemment, il est peut-être disponible qu'en allemand d'ailleurs, mais je trouve ça assez original. Du coup Atiwa c'est vraiment plein de petits éléments qui vont s'imbriquer, qui ont quand même du sens, ça tombe rarement comme un cheveu sur la soupe, il y a vraiment une justification thématique à peu près à tout. La partie elle est fluide, le rythme est bon, la durée elle est maîtrisée, vraiment il y a ce petit plaisir de la phase de maintenance avec des contraintes, mais aussi il y a des phases de production où les choses elles vont parfois un peu bien s'enchaîner, on va débloquer des trucs qui vont nous donner encore plus de ressources et tout, ça c'est cool. Du côté de l'interaction, voilà, on est dans de la pose d'ouvrier avec blocage, c'est assez classique, mais il y a tellement d'actions honnêtement que ça reste gentillet et que, sauf exception, on est rarement vraiment bloqué. Alors il y a sans doute de la redite dans les émotions que transmet Rosenberg avec, je vous parlais du tronc Rosenberg, 7 branches de son arbre, il y a sans doute un peu de répétition au niveau des émotions, mais pour quelqu'un qui, comme moi, j'ai pas forcément l'habitude de m'agripper à cette fameuse branche, j'ai juste joué à Agricola, je crois, de tous ces jeux-là, pour le coup, Atiwa, c'est un très bon moment que j'ai passé à chaque partie. Deuxième jeu uniquement solo du mois, lui aussi se retrouve dans les bons moments. Il est issu d'une boîte qui regroupe 3 jeux de la série Nano 9 Games, qui est édité par AV Studio Games, pour Alban Viard, d'où le AV. Alors comme 12 Patrols dont je parlais plus tôt, c'est des jeux qui sont constitués uniquement de 9 cartes, 9 dés et 9 cubes. Alors dans tout ça, en fait, en vrai, vous avez besoin que des 9 cartes. Là aussi, vous pouvez récupérer la version print and play, utiliser vos propres cubes et vos propres dés. Et alors, D3 que contient la boîte, c'est le seul que j'ai vraiment pris le temps d'essayer. J'ai aussi un peu plongé dans les règles des autres, donc il devrait être présent dans les vidéos des mois à venir, je pense. J'espère aussi dans les bonnes découvertes évidemment. Alors j'adore l'idée de cette série là, j'adore la limite matérielle, comment les auteurs, les autrices parviennent à s'emparer de ces limites là pour proposer des choses différentes d'un jeu à l'autre. Dans celui-là, la variété elle va venir vraiment des phases des cartes qui vont être utilisées, et également le hasard il va venir des variations du marché, où à chaque tour on va être sur un emplacement différent du marché, on va pas pouvoir échanger à la même valeur les différentes ressources, donc on peut pas tout programmer et suivre un chemin linéaire. Le reste, c'est assez direct en termes de règles, beaucoup plus que les autres, enfin au moins que Railways d'Alban Viard je trouve. Règles qui sont très bien résumées au dos du livret, donc on les acquiert assez vite et elles deviennent assez vite assez intuitives et naturelles. Assez rapidement on a aussi une idée assez précise des possibilités, mais mine de rien, enfin on passe du temps à chaque tour parce que les choix sont assez cornéliens, même si encore une fois les options sont assez limitées. Je trouve ça assez cool comment on se prend la tête à se dire attends là je vais faire ça, mais est-ce que je vais pouvoir déplacer mon bonhomme là, mais est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ça, est-ce que je n'utiliserais pas un directeur pour faire ci ou pour faire ça, mais est-ce que je peux de manière pertinente, et l'événement, est-ce que je veux le déclencher ou pas, ce genre de truc qui est plutôt agréable. Et la manière dont cet aspect vraiment assez concentré quand même en termes de game design, ça parvient à engendrer pas mal d'hésitations, je trouve ça assez admirable de la part de l'auteur. Après bon, on reste là aussi comme dans 12 Patrols dans une espèce de puzzle dont pour le coup, contrairement à 12 Patrols, le but ça va être de faire le meilleur score possible, et c'est rarement la finalité que je préfère dans les jeux solo, mais en tout cas Empire, chouette découverte, assez élégante, la boîte est elle aussi illustrée par Ilya Baranovski dont je parlais plus tôt. Il y a plein de petits dilemmes ici et là qui sont plaisants, et des petits moments de rupture à saisir au bon moment pour commencer à marquer des points et tout, sans rentrer dans les détails. Du coup j'espère vraiment que les 2 autres jeux de la boîte sont de ce calibre, en tout cas bonne découverte. Alors celui-ci, Spot, c'est exactement mon genre de jeu, un peu de stop ou encore, ou plutôt, bon, allez, on va faire la blague, de spot ou encore, voilà, elle est faite. Alors il y a une idée quand même qui est trop cool, c'est l'idée des points de dés qui se placent sur ceux des Dalmatiens, je trouve ça trop cool, même si là aussi on est dans des sentiments que j'ai vécu dans plein de jeux du genre, mais il y a quand même un petit truc qui va donner le change, qui va permettre de varier les parties et qui va donner à Spots un peu d'originalité, au-delà des Dalmatiens. Cette différence, ça va être le choix d'action qui va permettre de lancer les dés de manière différente. Il y a aussi des actions annexes, comme par exemple récupérer des os pour relancer les dés, ce genre de truc. Et ça évite du coup à Spots de se répéter tour après tour, et partie après partie surtout. Parce que c'est des actions qui sont assez nombreuses,
On en prend 6 par partie, on peut suivre les recommandations du livret de règles où il y a pas mal de configurations possibles, ou bien on peut faire les nôtres. Et en fait la synergie entre ces actions, ça va donner des dynamiques de partie assez différentes, ça va renouveler le plaisir, ça va éviter d'avoir fait le tour de jeu en une seule partie, alors que la mécanique de base, franchement, t'es là et tu dis ouais bon j'ai déjà vécu ça 100 fois, alors c'est mignon mais bon voilà. Et on découvre les cartes actions et on se dit ah bah tiens la partie se passe pas pareil et j'ai pas les mêmes choix et j'ai pas les mêmes synergies qui se créent. Alors j'ai joué que sur Board Game Arena et c'est vraiment un jeu, sans doute je refuserai jamais une partie, c'est court, c'est efficace, c'est le genre de jeu que j'aime, mais bon voilà, enfin c'est aussi le type de jeu que j'oublierai sans doute, qui sera remplacé par un autre sans que j'ai grand souvenir, autre que ces dés sur les Dalmatiens, et cette idée d'action. Et quand même, un autre bon point pour finir, c'est la présentation de la règle, que je vous mets là en image, et en quelques images en fait, qui sont assorties d'une phrase, en fait ça suffit vraiment à tout expliquer, d'une manière que je trouve assez maligne. Le voilà, le deuxième trekking de Charlie Bink, dont je parlais un peu dans les flops avec les parcs nationaux, et cette fois on voyage plus dans les parcs nationaux, mais on voyage dans le temps, à travers un Kickstarter qui était disponible quand même en boutique, sans doute un peu surédité, sans doute un peu cher pour ce que c'est. Voilà, il a un thermoformage intégré, ces petites ressources qui ont leur petit rangement et tout. Il y a aussi le petit playmat en néoprène, voilà, dont je parlais plus tôt pour Flamecraft et qui a priori est à la mode en ce moment pour peut-être justifier un prix plus élevé, même si c'était pas forcément le cas dans Flamecraft. Quoique Flamecraft aurait-il coûté ce prix sans tapis, je ne sais pas. En tout cas, celui-là, Trekking Through History, il est plus récent que Trekking the National Parks. Il est sorti l'an dernier, en 2022. Et je le trouve plus léger que celui sur les parcs nationaux, même si bon en vrai, mécaniquement parlant, voilà, je les compare alors qu'il n'y a pas vraiment grand chose à voir en termes de ressenti. Là on va essayer de créer des frises historiques qui vont être les plus longues possibles pour marquer des points, voilà, plus la frise va être longue et plus les points seront importants. Pour ça on va essayer de récupérer des cartes dans le bon ordre chronologique, et puis on va aussi essayer de remplir des petits tableaux pour marquer des points en cours de partie, et ce qui va nous permettre de remplir ces objectifs, parfois ça va être en contradiction avec la chronologie qu'on essaie de respecter. On est dans du tour de jeu à la patchwork, vous savez, avec le dernier la dernière personne qui est sur l'horloge temporelle pour le coup, qui peut toujours jouer, donc on peut enchaîner plusieurs coups, et donc parfois prendre plusieurs cartes qui vont nous intéresser à la suite dans la rivière de cartes qui est la principale source d'interaction du jeu, là aussi c'est pas beaucoup plus que ça. La partie est vraiment rapide pour le coup, à deux, honnêtement en 15 à 25 minutes c'est vraiment plié. Et alors, comme dans les parcs nationaux, il peut y avoir aussi un côté un peu éducatif avec des événements qui ont leur petite illustration qui est plutôt cool, avec le petit détail de l'événement, mais surtout au dos il y a tout un texte, en anglais pour le coup, mais qui détaille un peu les événements, des événements qui sont pas forcément aussi connus que ça, donc c'est plutôt cool, même si voilà, ça reste vraiment le côté éducatif. Je sais pas si c'était une manœuvre commerciale ou pas qu'ils l'ont défendu en termes de communication. Je disais que c'est joliment illustré, la boîte je la trouve un peu criarde, mais les cartes sont plutôt chouettes. Le thème ça reste quand même relativement accessoire, c'est parfois rigolo des fois à la fin de la partie ou à la fin d'une frise de se dire ah bah tiens je suis allé là puis là puis là, ça reste assez ponctuel, on le fait pas à chaque fois et ça reste de toute façon assez superficiel. Et alors en fait après avoir découvert le jeu sur Tabletop Simulator comme souvent, j'ai été suffisamment convaincu par le rythme du jeu et par le fait que je pourrais le sortir en physique pour le prendre, et finalement je pense que c'est un des jeux que j'ai le plus pratiqué au cours du mois. J'ai dû faire une dizaine de parties, et avec pas mal de monde différents, d'âges différents, de rapports aux jeux de société différents, donc plutôt cool. Rien de révolutionnaire du côté des sensations. Je crois que la révolution d'ailleurs n'y est pas dedans, mais il faudrait que je vérifie. Et en fait, je vous avoue que je m'étonne presque qu'il soit dans cette catégorie plutôt que dans les flops. Force est de constater qu'à chaque partie, sans qu'il y ait des grands souvenirs, je prends du plaisir à la faire, et je pense que pour le coup sa grande qualité, c'est d'être vraiment très très bien calibré justement en termes de rythme. Il n'y a pas de temps mort, la fenêtre de choix elle est bien adaptée à la proposition, et à un public qui est assez large. Chaque tour est peut-être un peu évident, voilà, les choix sont assez dirigés, mais c'est aussi ce qui permet de garder ce dynamisme qui va faire la force du jeu. On peut rajouter un petit module qui est le Time Warp, voilà, qui change pas fondamentalement grand chose, sauf juste un choix supplémentaire qui parfois peut être intéressant. Pas révolutionnaire, indisciple de pas le jouer la première partie, mais vous pouvez en vrai. Alors quand on joue à 3 ou 4 personnes quand même, on a pu constater que si on fait des choix qui nous font un peu trop avancer sur l'horloge temporelle, et même si les tours sont assez rapides, parfois ça peut être malgré tout un poil long d'attendre que son tour revienne, et c'est des moments où vraiment on fait que observer les autres, on fait rien pendant. Bon alors long, toute proportion gardée, mais par rapport au jeu c'est quand même un peu trop long peut-être. Donc voilà, pas une grande découverte, pas un truc ultra mémorable, mais un jeu vraiment encore une fois très très bien calibré, qui a su vraiment adapter, pour le coup où je parlais de scope, celui-là, il a le bon scope, il a le bon rythme, il a une proposition qui est cohérente de ce point de vue-là. C'est assez maîtrisé en fait je trouve comme proposition, et je le sortirai sans doute encore pas mal de fois pour le faire découvrir, même si voilà, je pense que j'y découvrirai pas grand chose qu'après mes premières parties. Alors celui-ci pour finir,
c'était très difficile pour moi de choisir sa place entre le « Ah, c'est pas ouf quand même » ou le « Ah, c'est pas mal quand même », parce qu'en vrai, c'est pas ouf quand même, mais c'est pas mal. Je pense qu'il y aura peut-être plus de parties, et puis peut-être qu'il y a un passage au physique qui permettrait vraiment de choisir définitivement, et ça c'est cool, d'avoir de temps en temps des jeux où c'est pas facile de se faire un avis après une partie, et où il y a plein de trucs où on se dit « Ah, ça c'est quand même pas terrible et tout, mais ça vaut le coup que ça existe et tout ». Alors je vais laisser le bénéfice du doute, et il a dû basculer du coup du côté du pas mal, peut-être que j'aurais changé d'avis demain, voilà. Bon, je parlais de partie en physique, ce sera pas pour tout de suite, c'était un Kickstarter dont la livraison est prévue pour l'instant en fin d'année, auquel de toute façon je n'ai pas participé. Moi j'y ai joué sur Tabletop Simulator, mais sachez qu'il y a aussi un module Tabletopia qui existe si jamais c'est votre team. Alors il y a des petits soucis de lisibilité ici et là, notamment les numéros de village, je trouve, qui sont bizarres en termes de couleurs et tout, ça évoluera peut-être, je ne sais pas. Mais je trouve que sinon Trolls et Princesses, il y a une vraie identité visuelle avec la présence des choses qu'on va essayer de récupérer sur sa couverture. Voilà, la couverture représente assez bien ce qu'on va faire dans le jeu, et encore une fois assez chouette. Bon, du côté du thème, je suis pas forcément fan d'aller capturer les princesses dans les tours et de les inviter dans les grottes des trolls, surtout qu'on aurait très honnêtement pu remplacer ça par à peu près n'importe quoi, ça aurait absolument rien changé. C'est un peu dommage de pas avoir creusé ça un peu plus pour chercher un peu plus de synergie, de cohérence entre termes et ressenti, mécanique et tout, c'est vraiment très plaqué pour le coup. C'est un jeu, je trouve, l'interaction est plutôt cool. Bon, il y a comme d'habitude de la prise d'éléments dans des rivières, que ce soit des tuiles, des cartes, ce genre de choses. Il y a aussi, comme d'habitude, des objectifs où on va essayer de se placer, mais ils sont même pas privés, enfin ils privent même pas les autres de s'y placer. Mais surtout, il y a le fait que sur le plateau central, on peut profiter du placement des trolls adverses pour avoir des actions un peu plus puissantes. Ça, je trouve ça toujours plutôt cool. Mais sinon, bon, on est dans de la salade de points assez classique. On va collecter des éléments, essayer de faire des collections de différents éléments, les cloches, les princesses, les halflins, les hommes, des trucs comme ça, les humains. Bon, voilà, très classique, il y a quelques cartes, quelques tuiles qui vont inciter à aller dans telle ou telle direction, qui vont permettre de scorer tel ou tel truc. Tout ça, on le score uniquement en fin de partie, il n'y a pas de scoring en cours de partie. Je trouve le système d'action assez classique, qui est cela dit assez facile à prendre en main, avec cette petite incitation à aller ici ou là, selon la carte que l'on tire à son tour, et où va aller le chef troll qui va nous donner un point d'action supplémentaire, dont on va parfois se détacher parce que c'est pas ce qui nous intéresse à ce moment-là. Et alors malgré des tours qui sont en général assez rapides, il arrive quand même que ceci dure un peu, ou que parfois on se ravise sur un choix ou quoi, et à partir de 3 personnes attendre son prochain tour, ça peut être longuet, et là aussi un peu comme dans le jeu précédent, pendant le tour des autres on ne fait absolument rien, mais paradoxalement c'est aussi à partir de 3 que l'interaction dont je parlais est la plus présente avec ces trolls sur le plateau, donc que j'ai tendance à bien aimer. Un truc que j'aime plutôt aussi, c'est la construction du réseau de grottes, qui a plusieurs enjeux, parce que ça va permettre de poser des ressources, avoir des trucs de scoring et compagnie, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Mais aussi parce que c'est quelque chose auquel je suis assez sensible, la construction comme ça par la pose de tuiles. Par exemple dans Keyflower, c'est quelque chose que j'aime beaucoup au sein du jeu. Il y a aussi quelques tours où il y a des choses qui se goupillent bien, où on va bien récupérer les trucs dans le bon sens et où ça va être assez satisfaisant. Alors voilà, bon, 12 tours de jeu, ça peut parfois être un peu redondant. La partie totale est sans doute aussi trop longue pour les sentiments qu'elle offre. Et honnêtement, c'est pas l'étendue du réseau de cavernes où l'ajout de quelques humains sur notre plateau personnel qui va créer une montée en puissance qui est suffisante pour justifier la durée totale de partie. Donc, je pense qu'à la lumière de ce que j'en dis, vous voyez que je reste assez mitigé sur le jeu, d'où une hésitation sur où le placer. Mais malgré mes réserves, en fait, il y a quand même ce petit feeling de reviens-y, vas-y, et puis j'aimerais bien le faire découvrir, et puis voir ce que les autres en pensent, pour peut-être mettre le doigt sur tel ou tel truc. Du coup, même si je doute de l'acquérir un jour, il va sûrement tomber aussi dans l'oubli d'ici quelques mois, mais voilà, je lui ai laissé le bénéfice du doute, et je suis quand même curieux d'y revenir. Il y en avait pas le mois dernier, ce mois-ci, il y en a pas moins de 3. Je veux bien sûr parler des jeux que je vous recommande le plus, qui sont les meilleures découvertes du mois de février, ce que j'ai appelé les coups de cœur, les trucs qui sont au top. Quel plaisir de commencer cette partie des tops avec un jeu de la gamme des microgames de Button Shy, traduit comme toujours par Matago. Alors si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que je trouvais l'idée de la gamme vraiment super, avec cette contrainte de taille, cette contrainte de matériel, ce petit prix. Vous savez aussi qu'en dehors de quelques exceptions, je trouvais la plupart des propositions assez banales d'un point de vue ludique. Alors je sais pas si Antinomy restera dans les jeux marquants à la fin de l'année, mais en tout cas je pense pouvoir affirmer sans trop de doute que pour le moment, je pense que c'est celui de la gamme que je préfère dans tous ceux que j'ai essayé.
Alors on est dans la gamme duo, avec un jeu où on va essayer de récupérer des cartes d'une rivière pour essayer d'avoir un trio, soit de couleurs, soit de symboles, soit de valeurs, pour gagner des points, des cristaux, ou quoi que ce soit que vous ayez chez vous qui vous servira à compter les points, puisque c'est pas fourni, et il n'y a pas de souci avec ça, encore une fois, vous avez ce qu'il faut chez vous. Mais là-dedans, il faut pas avoir de carte de la couleur interdite, qui va changer au fil de la partie. Mais, pour récupérer des cartes, il faut utiliser celle qu'on a en main, et qui peut-être était utile pour avoir ce trio. Mais, les cartes, elles peuvent s'utiliser de manière différente, selon si on veut aller à gauche ou à droite de la rivière. Mais il y a aussi des duels dans lesquels on peut nous piquer des points, et au cours desquels va changer la couleur interdite. Du coup moi j'avais un petit peu peur, ou comme dans la hiérarchie dont je parlais le mois dernier, qui est un peu trop de calcul, genre ah là je vais avancer de 3, je vais prendre ça, je vais me faire reculer de 4, puis j'avance de 2 et boum j'ai mon point, ça y est. Ah bah en fait pas du tout, parce qu'en fait il y a beaucoup de chaos. Tout ça dégage, et la situation en fait change beaucoup trop souvent pour pouvoir prévoir vraiment à moyen ou à long terme. Alors ça peut être une frustration si c'est ce que vous aimez, ça peut aussi parfois donner, mais c'est un peu plus gênant, plusieurs tours de suite où vraiment ça avance pas, où c'est des tours un peu inutiles, mais bon la partie dans l'ensemble reste rapide, le choix est pas totalement absent, il y a quand même quelques tours où justement on va envisager à 2-3 coups potentiels, tout en sachant que peut-être notre idée de base elle va être ruinée par l'adversaire. Vous pouvez rajouter à ça aussi une petite composante de mémoire pour savoir si oui ou non le duel va vous être profitable, puisque vous voyez plus ou moins ce que va récupérer l'adversaire, mais du coup les mains elles changent assez vite, et du coup moi je suis nul en mémoire, hein, autant le dire tout de suite, mais du coup cette dynamique là de mémoire ça a pas été un blocage à me dire attends rappelle-toi qu'est-ce qu'elle a comme carte, non c'était plutôt du domaine de l'intuition et qui était assez cool. J'ai fait pas mal de parties, j'en referai d'Antinomie, vraiment cool. Comme pas mal de jeux de la gamme, je trouve le design assez chouette. Bon, comme dit, pour compter les points, vous trouvez des trucs chez vous. Il y a aussi cette idée de duel, comme dit, qui permet de retourner la situation, même si parfois, alors à confirmer, mais j'ai l'impression de créer, ce qui s'appelle un paradoxe, voilà, parce qu'il y a le futur, le passé, on s'en fout. Mais j'ai l'impression que justement créer ces paradoxes, ça permet de gagner des points, et ça facilite aussi le fait de pouvoir enchaîner les paradoxes par moment. Mais encore une fois, tout ça, ça va dépendre des actions de l'autre, ça va dépendre de la couleur interdite qui est à la suite du paradoxe et tout. Donc voilà, c'est pas une vérité absolue. Comme je disais, le thème, on l'oublie, on parle vraiment tout le temps en termes de couleur, de valeur ou de symbole. Le terme paradoxe lui-même, je sais même pas pourquoi ils ont choisi ça, mais soit. Mais vraiment, Antinomie, une très très bonne surprise. Je suis vraiment, encore une fois, trop content de pouvoir enfin avoir un jeu de cette gamme qui me convainc pleinement. Donc bravo à John Balucci, dont je suis vraiment curieux de voir ce qu'il a d'autre à proposer. Alors celui-ci, j'en entends parler depuis quelques mois. Alors je peux à l'occasion être client des propositions de Rainer Knizia, je vous avais parlé de Millefiori dans mon bilan de 2022, et j'avoue qu'Aristocratie, il était passé complètement sous mon radar à sa sortie en 2019, et Testy Minstrel, qui a fermé depuis et qui est l'éditeur, il n'y avait aucune raison qu'il reste un peu dans mon radar, d'autant qu'en plus je crois qu'il a pas eu sa localisation en français. Alors du coup pour l'essayer, je suis passé par le assez rudimentaire mais fort pratique site playingcards.io, qui est sans doute pas la manière la plus connue de jouer en numérique, pourtant il y a plein de jeux dessus. Et alors je vous mets les images, vous voyez un peu les images que je vous mets à l'écran, c'est assez simpliste disons, assez rudimentaire dans son design, ce qui je peux comprendre peut complètement repousser et vous faire dire oh jamais je joue là-dessus. Alors pour Aristocratie c'est le seul moyen que j'ai trouvé, faut savoir que Knizia il essaie de faire en sorte que ces jeux soient pas disponibles par exemple sur Tabletop Simulator, et franchement en vrai je regrette pas de l'avoir découvert parce que j'ai été très très accroché par le jeu, c'est pas pour rien qu'il est dans cette partie. Alors a priori de ce que j'ai vu la mise en place sur table peut être un peu longuette parce qu'il faut mettre plein de tuiles face cachée ici et là, mais c'est aussi ce qui permet aux parties beaucoup de variété. Mais alors surtout dans Aristocratie j'adore ce que moi j'appelle souvent, vous m'en entendez parler régulièrement, la fenêtre de choix, l'équilibre entre le hasard, les décisions, le rythme de jeu, l'opportunisme, tout ça c'est super. Pour le coup on est vraiment aussi dans de la salade de points, on va collecter des ressources, on va essayer de se placer, de se placer dans différents quartiers, de créer des connexions entre différentes, ce qu'ils appellent des villes. Alors il n'y a aucun élément qui est vraiment original, mais je trouve que tout ça s'imbrique super bien, les différents éléments s'imbriquent très bien ensemble, et que voilà, selon les tuiles qu'on va récupérer ou qu'on va utiliser, les actions vont être différentes, et c'est assez différent justement pour que chaque action vaille la peine d'exister. C'est un jeu où il y a une interaction qui est assez forte, du fait de ce qu'on va révéler comme tuile aux autres, de ce qu'on va choisir de laisser aussi, et évidemment, comme dans beaucoup de jeux de placement, du blocage qu'on va pouvoir effectuer avec ces pièces pour que certaines personnes ne puissent pas faire des connexions, ou pour piquer un jeton de contrôle de zone sous le nez de l'adversaire, ce genre de choses. Alors évidemment, cette composante de blocage, elle est encore plus présente à 3 ou 4 que à 2, mais même à 2, il y a quand même moyen de bien s'embêter, mais si vous préférez, pour le coup à 2, vous pouvez aussi un peu jouer dans votre coin. Alors j'avoue avoir qu'une envie, moi, c'est que Aristocratie soit réédité
qualité. Peut-être retravailler aussi, même si honnêtement, mécaniquement, il n'en a pas vraiment besoin, je trouve. Mais bon, comme Knizia a parfois tendance à revenir sur ses travaux précédents, peut-être qu'un jour je serai exaucé, qui sait, signer la pétition avec moi. Par contre, du côté de l'édition, il y aura sans doute un travail à fournir un peu plus important, parce que de ce que j'ai pu voir, que ce soit sur des photos ou des vidéos, finalement, ma version dégueulasse de Playing Card Zio, elle est pas si mal. C'est très criard certes, mais en vrai le plateau de base l'est aussi. En plus il y a des espèces de bâtiments en plastique qui sont complètement dispensables, que je pense en termes de lisibilité c'est pas forcément l'idéal non plus. Les illustrations, je dirais qu'elles sont pas à mon goût, je les trouve vraiment pas belles, notamment celle de la couverture. Je comprends toujours pas d'ailleurs l'illustration de couverture et le lien avec le jeu. Si vous avez la réponse, franchement, dites-moi vos hypothèses dans les commentaires, moi j'ai rien compris à cette illustration de couverture par rapport au jeu. Mais si vous étiez passé à côté d'Aristocratie, n'hésitez pas à essayer. Si vous avez l'occasion. Si vous voulez, vous me contactez pour essayer la magnifique version Playing Card Zio. Et puis, encore une fois, joignez-vous à moi, on va réhabiliter ce jeu, on va essayer d'en avoir une nouvelle version, ce serait la plus belle chose qui puisse arriver. Allez, le dernier du mois, ces derniers mois, je me suis pris d'une petite passion pour le travail de l'auteur Scott Helms, qui est surtout connu, je pense, pour son travail sur la gamme Tiny Epic, et tous ses dérivés. Alors je suis pas un fan ultime des propositions que j'ai essayé de lui pour le moment, mais il y a quand même un petit truc, il a un travail d'auteur, je sais pas, quelque chose qui me donne envie d'essayer ce qu'il propose, ne serait-ce que par curiosité, même si encore une fois ça me satisfait pas. Alors Beer and Bread qui devrait arriver chez Gigamic en français sous le nom que je trouve un peu moins cool, qui serait d'orge et de blé. Il a cette couverture de Michael Menzel qui est très rurale, qui est presque un peu désuète, mais qui fonctionne super bien avec son thème et qui je trouve lui donne un certain charme, de même que le reste des illustrations de manière générale, je le trouve très charmant, c'est marronasse et tout, c'est du Menzel, mais ça colle très bien. Alors on est dans du jeu exclusivement à deux, dont chaque partie en fait j'ai joué qu'en numérique, mais chaque partie, je me suis dit c'est bien quand même, il faudrait que je rejoue, pourtant il y a plein de petites limites et tout, mais il y a vraiment ce goût de ouais, il faut que j'y rejoue et puis que je vois d'autres trucs. Alors sans surprise, vu le nom, je rappelle Beer and Bread, on doit faire du pain et de la bière, avec un scoring à la Knizia, je parlais de Knizia juste avant, voilà. Donc le scoring à la Knizia c'est, on va regarder la catégorie bière, on va regarder la catégorie pain, on va regarder quel score on a dans chacune de ces catégories, et notre score final ce sera le plus bas de ces deux scores. Voilà, donc un scoring à la Knizia, c'est une manière assez simple de forcer le joueur ou la joueuse à équilibrer les choses, mais c'est une façon que je trouve, parfois c'est peut-être un peu fainéant parce que c'est dire, vous allez équilibrer le jeu vous-même, mais moi j'aime bien, c'est un truc que je trouve assez élégant de manière générale. Et alors pour faire ça, pour justement aller vers ce score, on est dans un jeu de cartes à multi-usage, chaque carte on va pouvoir l'utiliser soit pour récupérer des ressources avec la récolte, soit pour dépenser ses ressources pour créer le pain ou la bière, soit pour les transformer en amélioration pour le reste de la partie. C'est simple, c'est efficace, c'est 6 manches. Il y en a 3 où va y avoir du draft avec l'adversaire qui sont les années riches, et il y a 3 années pauvres où il y aura pas de draft mais il y aura une rivière de cartes qu'on peut utiliser à la place de cartes de notre main. À tout ça, vous rajoutez la possibilité de garder certaines cartes d'une manche à l'autre, et donc de se dire tiens, ce tour-ci j'utilise cette carte là pour cette récolte, mais au prochain tour du coup je vais la récupérer, je pourrais construire la bière qui est dessus, ce genre de truc. Il y a aussi une place assez limitée pour les ressources, les entrepôts qu'on a sont vite pleins, on peut les agrandir mais mine de rien ils sont assez vite pleins. Par ailleurs quand on récolte, le surplus on va pas le gâcher, on va devoir le proposer à l'adversaire, donc ça c'est un truc que je trouve assez cool aussi en termes de relation à l'autre. Il y a aussi un rythme à prendre justement pour pas encombrer les commerces, parce que de base on peut avoir qu'un pain avec une bière, alors c'est des petites brasseries et des petites boulangeries d'accord, mais voilà il faut les vider avant de les re-remplir. Et on est dans un jeu que je trouve vraiment assez vif, assez tendu, plein de petits choix, de micro-frustrations, il y a toujours l'impression qu'il manque un petit truc pour mener à bien notre stratégie, vraiment genre un truc qui nous manque, c'est vraiment la petite frustration que j'aime bien. On peut regretter un effet un peu, ce que j'appelle l'effet marée, j'en parlais un peu dans je ne sais plus quel jeu où on collecte puis on dépense dans Flamecraft, il y a un petit peu ça aussi dans Beer and Bread, il y a vraiment le côté où d'abord on va récolter, on va dépenser, on va récolter, on va dépenser, bon voilà, c'est une dynamique qui peut m'ennuyer dans certains jeux, j'en parlais dans Flamecraft, ici ça allait, ça m'a moins dérangé sans que je sache vraiment pourquoi. Donc à voir sur le long terme, ça je trouverais que c'est vraiment une des limites du jeu. Mais en tout cas, du coup, Beer and Bread, une très très chouette surprise, un jeu à deux que je vous recommande et que j'ai hâte d'essayer sur table. Allez, on a fini avec les découvertes de février. Plutôt un bon mois dans l'ensemble, même si vous l'avez vu, la majorité des jeux se trouvent dans la partie de ce que j'ai appelé les c'est pas ouf, ce qui veut pas dire qu'ils sont nuls, mais quand même j'ai beaucoup apprécié ceux qui sont dans les autres parties, et 3 tops c'est pas rien, il y en aura sans doute pas 3 tous les mois. On croise cependant les doigts pour que le mois de mars soit aussi riche. En tout cas, maintenant, je vous attends dans les commentaires pour parler des jeux dont j'ai parlé, ou tout simplement de vos découvertes du mois passé. N'hésitez pas à partager tout ça avec vos proches ou sur les réseaux. D'ici le mois prochain, prenez grand soin de vous. Bonne partie. Ciao!